sous un format un peu inédit, sous forme de webinaire, avec ici autour de la table Madame la rectrice, Monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires, et puis un certain nombre de membres de nos équipes, évidemment au niveau de l'ADEME qui est représenté, le CEREMA aussi, et puis donc un certain nombre de membres de nos équipes, les services de l'État, notamment les services du SGAR et de l'ADREAL, et puis l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Je voudrais, pour introduire peut-être ce webinaire qui se veut avant tout comme une séance de travail et puis surtout une séance d'interaction, même si je le reconnais bien volontiers, mais je crois qu'on est un peu plus de 500 connectés, donc ce format était indispensable pour qu'on puisse aller sur le fond des sujets. Vous le savez, début septembre, le président de la République a annoncé le lancement d'un plan de rénovation des écoles doté de 500 millions d'euros pour 2024. Un certain nombre d'échanges ont déjà eu lieu avec les uns et les autres. Un certain nombre de guides ont été élaborés. Mais il nous a semblé, Madame la rectrice, le directeur régional de la Banque des Territoires, avec le CEREMA et l'ADEME, absolument indispensable qu'on puisse avoir ce temps d'échange, ce temps de partage d'informations avec vous. Et je voudrais, pour l'introduire, partager avec vous deux convictions. La première, et je sais qu'elle est partagée, et c'est la raison de l'engagement fort voulu par le président de la République, c'est cette nécessité, cet impératif de pouvoir être à l'écoute des territoires, et notamment en matière de rénovation des établissements scolaires et des écoles. On a conviction, je vous l'ai dit, forte au niveau de l'ensemble des services qui sont ici, autour de la table, conviction forte partagée, et l'ensemble des visites communales ou des rencontres que je peux avoir avec les élus en témoignent. Elle est évidemment partagée, elle peut, ici ou là, être rendue, non pas compliquée, mais j'allais dire, en termes de process, il est important qu'on puisse, j'allais dire, simplifier au maximum les choses avec vous tous, être à votre écoute et surtout se mettre résolument dans une logique de trouver les solutions, pas simplement de poser les éléments administratifs, le cas échéant de complexité, on va être clair, c'est aussi de l'argent public, donc il peut y avoir des éléments de dossier, etc. Mais en fait, l'idée générale et notre enjeu pour réussir ce pari, pour réussir cette priorité, c'est qu'on puisse être tous collectivement dans une logique de recherche de solutions dans le montage des dossiers, dans l'identification des projets et dans cette capacité collective que nous avons de réussir ces éléments. Les moyens sont là. Je l'ai dit, le président de la République a annoncé 500 millions d'euros qui viennent d'ailleurs conforter des démarches à l'échelle de la région Pays de la Loire qui ont déjà démarré. Et vraiment, je voudrais remercier l'ensemble des élus présents en distanciel à l'occasion de ce webinaire. Juste un chiffre pour incarner cette priorité. En 2023, c'est plus de 50 projets qui ont déjà été financés au titre du Fonds vert, ici en région Pays de la Loire. Mais là, on voit bien qu'avec l'engagement, la priorité affichée par le président de la République, on a une marche supplémentaire à franchir collectivement. Ça, c'est la première conviction qu'on partage tous et qu'on voulait évidemment partager avec vous. La deuxième conviction, c'est quel est le meilleur moyen pour y arriver. Et en fait, c'est un peu tout le sens des autorités rectorales et des collègues qui sont ici autour de la table à votre disposition. C'est en fait cette idée qu'on est là en fait pour être à votre disposition, pour être à votre écoute, pour échanger de l'information évidemment sur l'ensemble du dispositif, pour globalement prendre à notre compte les éléments de complexité et se mettre à votre disposition pour pouvoir, avec vous, accompagner non seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'ingénierie, en termes de conception de projet, accompagner les beaux projets que portent nos territoires et que vous incarnez dans le cadre de vos responsabilités, de vos mandats. En fait, vous avez autour de vous, autour de la salle, mais là c'est zoomé sur Madame la rectrice et Monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires, mais si on dézoome, vous avez en fait la task force des services à votre disposition pour qu'on réussisse collectivement cet enjeu de rénovation, d'appui et de financement pour les écoles. Je l'ai dit, présence de l'ADEME, présence du CEREMA, présence de tous les services de l'État, unis dans une même conviction, c'est qu'il faut que nous soyons à votre écoute et qu'on soit dans une logique de task force pour venir en appui le plus possible en amont, au-delà même de la partie financement, pour réussir ces projets et réussir ce travail en commun et ces priorités qui sont partagées. Voilà. Je ne voudrais pas être plus long, mais vraiment vous le dire, ce n'est pas simplement une facilité de langage, c'est assez rare en fait pour dire les choses.
Et puis même, je me suis fait disputer juste avant notre réunion en disant: ah, mais monsieur le préfet, on prend un risque, là, on va avoir beaucoup de sollicitations, beaucoup de questionnements. Là, je l'espère. Je l'espère sincèrement, parce qu'on est là, en fait, justement, collectivement, pour apporter ce type de réponse, pour être à votre écoute, pour simplifier le cas échéant aussi, à certains moments, les cheminements administratifs, et pour incarner devant vous le fait que cette conviction qui, j'allais dire, est au cœur des politiques publiques et notamment de la politique prioritaire de rénovation des écoles, chacune et chacun d'entre nous, dans la diversité de ses responsabilités, des opérateurs, etc., on est là pour le même objectif. Mais cet objectif, on ne le réussira pas, évidemment, seul. Et surtout, cet objectif, on ne le réussira qu'avec vous. Et c'est la raison pour laquelle, en termes de méthode, on souhaite être à vos côtés en appui, le plus possible en amont. Voilà, pas plus long, mais c'était cette double conviction que je voulais partager avec vous et vous dire évidemment que vous pouvez compter sur la mobilisation des services de l'État placés sous mon autorité, ça va de soi. Pas besoin de leur rappeler la consigne. Mais en fait, de tous les acteurs qui sont autour de la table, et c'est ça aussi qui est le plus important. Merci à tous, en tout cas, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et Madame la rectrice, si vous m'autorisez, je vous passe directement la parole. Merci, Monsieur le Préfet. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais être très rapide parce que Monsieur le Préfet a dit beaucoup de choses, et notamment sur notre volonté d'être tous à votre service dans ces besoins et de vous simplifier les démarches. Je vais simplement vous rappeler que ce plan de rénovation des écoles est un plan pluriannuel, donc, et que notamment l'enveloppe de 500 millions sera reconduite. Et autre chose, pour vous donner une idée déjà de la montée en puissance, en effet, qui est permise par ces financements. Effectivement, le président de la République a parlé de 2000 écoles pour 2024, 10 000 pour 2027. Pour vous donner une idée, notre région académique pèse à peu près pour 4,5% des élèves du réseau scolaire. Donc, on peut en déduire que dès l'année qui vient, on peut rénover entre 90 et 100 écoles, et qu'au total, si on prend les 10 000 de 2027, à terme c'est 40 000 d'ailleurs, mais même les 10 000 de 2027, vous voyez, on est autour de 500 écoles. Donc c'est vraiment une entreprise qui évidemment va concerner les bâtiments énergivores, les bâtiments vétustes, et je voudrais ajouter un point important. Nous avons aussi d'autres financements à côté qui sont ceux du Conseil national de la refondation éducation. J'espère que certains d'entre vous ont été associés, parce que nous demandons aux équipes aux réflexions sur la bonne manière d'utiliser ce fonds. Ce fonds est un fonds de 150 millions par an et qui sert à accompagner des projets avec un cœur pédagogique. Mais beaucoup de ces projets, alors qui doivent être vus en lien avec la collectivité de référence, donc beaucoup de ces projets concernent justement la rénovation des écoles. Alors, pas évidemment sur l'aspect bâtimentaire, mais il peut y avoir du verdissement en lien avec l'éducation au développement durable. Nous avons beaucoup de projets en ce sens. Et donc, on peut avoir comme ça un effet dynamique, une dynamique d'entraînement entre ces projets et ces financements-là que les équipes sont invitées à concevoir avec vous, et aussi ce plan de rénovation dans lequel vous devez bien vous inscrire. Je voulais signaler ce point parce que ça me paraît très important. Et pour conclure là aussi, que, comme l'a dit Monsieur le Préfet, nous avons une cellule bâti scolaire sur laquelle on reviendra peut-être, qui organise justement des réunions avec nos référents académiques et pour le suivi et le conseil, qui a effectivement des experts qui peuvent être là aussi à votre service. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et cette fois, je vous laisse la parole donc à monsieur le directeur de la Banque des Territoires. Merci beaucoup, madame la rectrice, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Donc, je suis d'abord très heureux, ravi d'accueillir ici dans nos locaux de la direction régionale Banque des Territoires, donc monsieur le préfet, madame la rectrice et l'ensemble des partenaires hein, sur le sujet. Je vous confirme hein, que la Caisse des dépôts, à travers la Banque des Territoires, hein, qui est l'émanation de la Caisse des dépôts de présence sur les territoires et de réponse aux besoins des territoires, s'inscrit totalement dans l'objectif que vous avez rappelé, monsieur le préfet, de massifier la rénovation énergétique des bâtiments scolaires
et notamment des écoles. Parmi les priorités, je dirais même la première des priorités de la Banque des territoires, c'est la transition écologique et énergétique. C'est notre priorité. Et dans le cadre de la rénovation énergétique des écoles, la Banque des territoires a lancé donc ce plan EduRénov, qui s'inscrit totalement sous l'égide de l'État dans cet effort d'aller vers la rénovation de 10 000 écoles à horizon 2027. Et c'est la mobilisation de la Banque des territoires. Nous pourrons la préciser dans le cadre de cette matinée, que ce soit à travers l'ingénierie que vous avez évoquée, Monsieur le Préfet, et aussi l'ensemble de notre gamme de financement que nous pourrons préciser tout à l'heure. Et la Banque des territoires s'inscrit aussi dans ce partenariat. Je pense que vous l'avez évoqué, Monsieur le Préfet. On est totalement dans cette task force avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir apporter les réponses à vous, à vos projets de territoire et à vos projets de rénovation énergétique des écoles. L'ensemble des partenaires ont été cités, donc je ne les rappelle pas, mais on est vraiment en cette coordination sous l'égide de l'État pour pouvoir donc répondre, monter les projets, élaborer donc les performances donc de rénovation énergétique des bâtiments scolaires et des écoles et pouvoir aussi les financer, que ce soit à travers des prêts ou à travers d'autres dispositifs comme l'Intracting. Nous avons déjà enclenché ce plan d'action sur la rénovation énergétique des écoles, mais l'objectif aujourd'hui, c'est bien de le massifier et de tendre vers l'objectif qui avait été fixé et lancé d'ailleurs le 9 mai de rénover ces 10 000 écoles à horizon 2027 et notamment à travers le plan EduRénov. Voilà pour mes propos introductifs, Monsieur le Préfet, et je pense que je remercie tous ceux qui participent et qui contribuent à la réalisation de ce webinaire qui est vraiment exceptionnel avec presque 500 participants. Et je pense qu'on peut rentrer maintenant dans le vif. Pour le directeur régional, pour que chaque participant à ce webinaire, il y a une première partie qu'on avait conçue comme une partie assez courte de présentation à la fois des dispositifs mobilisables en termes de subventions et puis des dispositifs mobilisables en termes d'accompagnement et d'aide au diagnostic. Donc là, je vais demander à chacun des intervenants d'être très synthétique, d'être aussi, pratico-pratique. Un enjeu, c'est que ça soit une présentation très opérationnelle. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui sont faites par écrit, donc si vous êtes d'accord, que vos équipes les gardent bien. Absolument. Et qu'on puisse les reprendre à l'issue de cette présentation qui a vocation à durer une petite demi-heure, pas plus, mais justement pour ce temps d'échange et d'interaction avec l'ensemble des... Il y a déjà, j'ai vu sur l'écran, des questions très, très concrètes auxquelles il faudra qu'on apporte des réponses, notamment sur la renaturation des bâtiments. Je crois que c'était la mairie de Sainte-Pazanne qui avait posé la question. Donc ça, il faut bien qu'on garde en listing l'ensemble des questions. C'est une large part de la question et des échanges. Donc, si tout le monde est d'accord, et c'est difficile de recueillir un avis collectif, donc on va, sauf opposition majeure et manifeste, considérer que tout le monde est d'accord sur l'ordonnancement de nos travaux. Donc, ce premier temps, introduit par Stéphanie Bafou du SCAR, sur la partie présentation, information des dispositifs mobilisables à date. Oui, merci Monsieur le Préfet. Avant tout, un tout petit point réglementaire, ce webinaire est enregistré. Et par ailleurs, toutes les personnes qui sont inscrites recevront d'une part le lien pour le revisionner, mais aussi l'envoi du document qui sera projeté. Effectivement, quelques mots rapides sur le contexte général. Ce sujet de la rénovation des écoles et de la transition écologique, c'est un sujet très important. Il revêt une importance particulière parce que d'abord, le patrimoine scolaire, il est conséquent. Il est conséquent à plusieurs titres. Une commune sur 3 possède une école publique. Donc, en Pays de la Loire, on compte 1185 écoles publiques, plus exactement. Et d'autre part, le bâti scolaire, en moyenne, et vous savez mieux que nous, peut aller jusqu'à, en moyenne, entre 40 et 50% de l'ensemble de votre patrimoine. Donc, en partie ancien, la rénovation énergétique, dans ce cadre-là, elle revêt une importance particulière, un enjeu, bien sûr, en termes de réduction de la consommation d'énergie, mais aussi de confort des élèves, des enseignants. C'est quelque chose auquel vous êtes confrontés assez souvent.
Donc, ce sont des projets assez complexes, vous le savez bien, puisque d'abord, il y a des choix techniques, énergétiques à faire qui ne sont pas toujours simples. C'est coûteux. Et puis, il y a vraiment aussi une problématique de planification. Effectivement, les sites sont occupés 9 mois sur 12. Donc, le défi, l'enjeu est conséquent et c'est bien l'objet de ce webinaire, c'est de vous apporter une lisibilité pour vous faciliter l'accès à l'information, que ce soit en termes de conseils, de méthodologie, d'ingénierie, de subventions, pour vous aider à conduire au mieux les projets que vous déciderez de lancer dans vos communes respectives. Donc, merci à tous. Je vais laisser donc la parole sur le premier dispositif, qui normalement est un petit peu connu, c'est donc le fonds vert. Bonjour à tous, Claire Chatu, je travaille au SGAR et je suis notamment en charge du suivi du fonds vert. Donc le fonds vert, en Pays de la Loire, c'est 94 millions d'euros pour soutenir des projets ambitieux en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Parmi les 11 mesures du fonds vert, une mesure concerne plus particulièrement la rénovation thermique des bâtiments. Et afin de renforcer le soutien de l'État au profit des collectivités territoriales, le fonds vert est abondé à partir de 2024 d'une enveloppe spécifique nationale à hauteur de 500 millions d'euros au travers de la mesure rénovation thermique des bâtiments publics, donc une enveloppe spécifiquement dédiée à la rénovation thermique des écoles. Comme la mesure rénovation thermique que vous avez pu connaître cette année, toutes les collectivités territoriales et leurs groupements et les EPCI seront éligibles à cette mesure. Grâce au fonds vert, grâce à cette mesure, 2 types d'accompagnement seront proposés selon la maturité des projets. Et tout d'abord, des subventions d'études préalables, un soutien en ingénierie, mais aussi des subventions d'investissement qui permettront ensuite la mise en œuvre concrète des projets. Donc, je vais revenir très rapidement sur quelques critères d'éligibilité sur cette mesure. Le projet peut porter sur différents types d'actions. Tout d'abord, des actions dites à gain rapide, par exemple le pilotage, la régulation de systèmes de chauffage, la modernisation de systèmes d'éclairage. Sont également éligibles les travaux d'isolation du bâti, l'isolation des murs, l'isolation de la toiture, mais aussi le remplacement d'équipements, comme par exemple le remplacement des menuiseries extérieures, les fenêtres, l'amélioration de la ventilation. L'objectif global est de sortir des énergies fossiles du type gaz, fuel, pour aller progressivement vers des énergies plus propres. Seront également éligibles des opérations immobilières de réhabilitation plus lourdes qui mêlent donc ces différents types d'actions et qui peuvent également combiner des travaux de mise aux normes ou d'accessibilité des bâtiments. Il y a un critère essentiel sur cette mesure, c'est que le projet doit permettre une réduction des consommations d'énergie d'au moins 40%. Il doit également contribuer à réduire les gaz à effet de serre des bâtiments qui sont concernés. Là, une étude thermique est nécessaire, mais le fonds vert peut vous apporter un appui pour effectuer ce diagnostic énergétique. Et nouveauté de 2024 également, les travaux qui portent sur le confort d'été seront désormais éligibles et pourront être financés au titre du fonds vert. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante et puis je vais vous présenter également une seconde mesure du fonds vert qui sort un tout petit peu de la thématique d'aujourd'hui, mais qui fait également référence aux écoles. Une autre mesure du fonds vert est spécifiquement dédiée à la renaturation. Donc, le fonds vert va cofinancer des solutions d'adaptation au changement climatique qui sont fondées sur la présence de la nature en ville. L'objectif, c'est de rafraîchir les villes en luttant par exemple contre les îlots de chaleur urbains, atténuer le dérèglement climatique. Dans ce cadre, un soutien peut être spécifiquement apporté aux projets qui concourent à la renaturation des cours d'école, qui sont des terrains particulièrement artificialisés. Donc, de la même manière, toutes les collectivités territoriales et leurs groupements sont éligibles à cette mesure. À titre d'exemple, en 2023, 6,5 millions d'euros ont été réservés à cette mesure renaturation en Pays de la Loire. De la même manière que la mesure précédente, selon la maturité du projet, un accompagnement à la fois en ingénierie, en études préalables, mais aussi une subvention en investissement peut vous être apportée. Pour cela, 3 critères. Le projet doit contribuer à la renaturation d'un espace urbain, par exemple avec l'aménagement d'un petit espace de jardin ou contribuer à la restauration écologique de la cour d'école.
Le projet doit également contribuer à favoriser la présence de l'eau et des milieux aquatiques en ville. Donc pour cela, ça doit participer à la désimperméabilisation des sols. Il peut s'agir aussi de la récupération des eaux pluviales. Et enfin, le projet doit contribuer à la végétalisation d'un bâtiment public. Il peut s'agir par exemple de plantation d'arbres, de création d'un îlot de fraîcheur dans la cour, ou bien de la végétalisation de la façade, éventuellement d'une toiture. Voilà quelques mots sur la renaturation. Je serai à même de répondre à certaines de vos questions par la suite. Juste un petit détail pratique. Sur ces 2 mesures du fonds vert, le dépôt des demandes se fait au fil de l'eau via des formulaires en ligne, via l'outil Démarche simplifiée, comme en 2023, qui sont accessibles depuis la plateforme Aide Territoire. On vous a mis le lien sur la présentation. Et 2 cahiers d'accompagnement, un spécifique pour chaque mesure que je viens de vous présenter, sont accessibles en ligne également et pourront vous permettre d'avoir davantage d'informations sur ces mesures du fonds vert. En quelques mots. Je reprends rapidement la parole. Un mot rapide sur la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Beaucoup d'entre vous, enfin que tout le monde, je pense, connaît. Simplement pour vous dire qu'en complément des interventions classiques que vous connaissez sur des projets de construction, de transformation, de rénovation, des aménagements pour tout ce qui concerne la sécurité des écoles peuvent être pris en charge par la DSIL. Ça, ce sont des dossiers à voir avec chaque préfecture, avec vos contacts habituels. Et dans un certain nombre de départements, la campagne d'appel à projet a débuté. Je ne serai pas plus longue sur la DSIL qui est bien connue de tout le monde. C'est la parole à l'ADEME. Oui, bonjour, Benoît Lacroix, directeur adjoint de l'ADEME. Je vais vous parler du fonds chaleur d'abord pour commencer, donc qui est complémentaire à la partie rénovation énergétique qui a été présentée. L'idée, c'est bien de passer d'abord dans la partie rénovation et après de pouvoir décarboner la partie énergie de vos bâtiments et en particulier des écoles en choisissant plutôt de la chaleur renouvelable que le gaz ou le pétrole dont on a vu que les cours avaient explosé ces dernières années. Le fonds chaleur, c'est quelque chose qui existe depuis 2009, qui est renforcé énormément au niveau national en termes de dotation pour massifier la partie énergie renouvelable. L'accompagnement de l'ADEME se fait à la fois sur la partie études, mais également sur la partie investissement. C'est des projets aujourd'hui qui peuvent concerner à la fois le solaire, la géothermie et le chauffage au bois. Il est vraiment important de faire d'abord de la rénovation parce qu'il faut dimensionner au mieux la partie chaleur renouvelable par rapport aux consommations qui seront issues après la rénovation. Et le fonds chaleur, il est là effectivement pour compenser au maximum le surcoût par rapport à votre énergie, gaz ou fioul actuel ou électricité. Comment ça fonctionne? On va passer à la slide suivante. Pour vous accompagner, on a mis en place un réseau des énergies renouvelables en lien avec la région Pays de la Loire également. L'idée, c'est de pouvoir vous conseiller déjà, donc savoir vous renseigner sur qu'est-ce qu'une énergie renouvelable et vous habituer en fait aux complexités qu'il pourrait y avoir en matière d'énergie renouvelable si vous n'avez pas les informations nécessaires. Pour cela, dans ce réseau, vous avez la possibilité de contacter plusieurs référents au niveau de chaque département qui vont venir vous voir, qui vont vous donner des explications, qui vont vous faire une note d'opportunité par rapport aux bâtiments que vous voulez raccorder à l'énergie renouvelable et en particulier les écoles qui sont les plus gros postes de consommation. Cette note d'opportunité, elle va analyser les différentes énergies renouvelables et à la suite de cette note d'opportunité, il y aura une présentation qui vous sera faite, qui pourra être faite en conseil municipal et qui pourra engendrer derrière un choix d'aller plus loin, donc vers une étude de faisabilité et vers un investissement dans la chaleur renouvelable. Ce conseiller, il vous suit de bout en bout, donc du conseil jusqu'au suivi du projet. Il va vous accompagner également dans le dépôt de la demande d'aide pour bénéficier de l'étude de financement. Il va vous accompagner dans le dépôt de la demande d'aide pour avoir les fonds ADEME, le fonds chaleur, qui peut être donné à votre projet. Il va vous accompagner dans la mise en œuvre des travaux jusqu'à la réception des travaux et au bon fonctionnement. Cette prestation de conseiller est complètement gratuite.
On va revenir juste à la slide d'avant. Et du coup, vous allez retrouver sur le PowerPoint qui vous sera transmis les contacts de vos conseillers dans chaque département. Il y a un petit exemple qui vous est donné dans le PowerPoint. J'attire votre attention sur le fait que les chaufferies dont vous pouvez avoir besoin ne sont pas forcément celles qui sont présentées là. Aujourd'hui, il y a des chaufferies qui sont très compactes et qui peuvent se remplacer très facilement par une chaufferie gaz ou fioul, notamment avec du combustible granulé. Donc, soyez très ouverts. Aujourd'hui, on sait faire des énergies renouvelables dans tous les cas pour les écoles et pour les collectivités. Oui, donc on va maintenant évoquer le plan EduRénov de la Banque des Territoires, qui s'inscrit globalement dans ce plan d'action concernant la rénovation énergétique des bâtiments scolaires et des écoles. Comme je vous l'évoquais, c'est une priorité de la Banque des Territoires et nous mobilisons donc des ressources très importantes. Que ce soit donc en ingénierie, avec 50 millions de crédits d'ingénierie ou 2 milliards de financement sur 5 ans. Je vais passer la parole à Nicolas Turca, qui est le responsable national du programme EduRénov, qui va vous préciser donc le contenu de ce programme EduRénov et du plan d'action de la Banque des Territoires. Et puis à 11h15, Benoît Cochet, qui est le maire de Montreuil-Juigné, donc qui est une collectivité dans l'agglomération, la communauté urbaine d'Angers, viendra témoigner de la réalisation de son opération qui est exemplaire, rénovation donc de l'école Marcel Pagnol. Donc je pense que c'est important de pouvoir aussi illustrer concrètement et de manière opérationnelle comment se déroule la réalisation d'une opération de rénovation énergétique d'une école, et Benoît Cochet viendra témoigner. Alors, je passe la parole à Nicolas. Nicolas, je pense que tu comprends, et si tu peux maintenant présenter dans le détail le programme EduRénov de la Banque des Territoires. Et merci beaucoup pour ta participation. Merci Madame la rectrice, Monsieur le préfet. Vous m'entendez bien, Monsieur le directeur général? Très bien, Nicolas. Oui, très bien. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous d'être là présents. Donc, en effet, le programme EduRénov accompagne les projets presque, j'allais dire, quelle que soit leur maturité. Et c'est quelque chose d'important, c'est un parti pris qu'on a posé, puisqu'en réalité, beaucoup de collectivités ont des projets très différents les uns des autres, et c'était une conviction initiale qu'on a souhaité porter avec l'ensemble des collaborateurs de la Banque des Territoires. Vous avez donc 3 niveaux de maturité ici qui sont exposés assez classiquement, et on pourra y revenir, et éventuellement on vous renverra vers des webinaires, vers des dispositifs également de questions-réponses qu'on a commencé à mettre, y compris au niveau de la direction générale, mais aussi de l'équipe nationale, d'un point de vue encore plus technique. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un triptyque d'accompagnement qui est autour de l'ingénierie amont pour cadrer et permettre d'accélérer son projet, la question du financement, évidemment, et j'y reviendrai, et puis enfin, la question aussi de l'inspiration, de se tenir au courant d'un ensemble d'actualités, de choses comme ça, de sujets, d'enjeux qu'il faut accompagner dans le cadre d'un projet de rénovation des écoles. Aujourd'hui, sur la partie ingénierie, vous avez, je veux bien qu'on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous avez, alors excusez-moi, sur la partie valorisation, quelle que soit votre maturité, finalement, et si vous ne savez pas par où commencer votre projet, vous pourrez accéder à des ressources, des outils, des services qui sont d'ores et déjà mis en place sur le site de la Banque des Territoires, mais aussi travailler actuellement avec la FNCCR, l'ADEME, le CEREMA et le CSTB dans le cadre d'une ressourcerie nationale suite aux annonces du gouvernement. L'éducation nationale, évidemment, y contribue avec tout un ensemble de ressources qu'on verra plus tard. Ça fait partie, vous ferez
partie aussi d'une communauté. Aujourd'hui, il y a ma collègue en face de moi, Siloé, qui accompagne un ensemble de projets à trouver des ressources, à trouver des guides, à les conseiller aussi sur peut-être les audits, sur les différentes possibilités aujourd'hui d'accompagnement qui sont faits. Et puis enfin, vous pouvez aussi questionner. On a mis en place tous les mercredis matins une permanence téléphonique et vous pouvez questionner nos équipes aujourd'hui pour pouvoir poser des questions, notamment sur les questions des études amont et puis également des financements. Ça, c'est la première chose, c'est intégrer une communauté parce qu'en effet, le partage pair à pair, comme il a été dit, est quelque chose qui est important pour nous. Sur la deuxième diapo, je veux bien la diapositive d'après, c'est la question notamment de l'ingénierie qui a été évoquée par Philippe sur l'accompagnement. Si vous avez un projet plutôt amont, on est capable de bonifier le cofinancement actuel d'Acté à travers l'AAP chaîne sur trois sujets principaux que sont des économes de flux, qui sont chefs de projet et énergéticiens, qui sont financés dans le cadre d'Acté et de la FNSSR depuis de nombreuses années maintenant. Des études énergétiques, évidemment, et puis des études de maîtrise d'œuvre pour pouvoir justement aussi concrétiser au moment de la concrétisation des travaux. Nous, on va cofinancer de surcroît entre 20 et 25% en supplémentaire le cofinancement initial d'Acté qui est de l'ordre de 50%. Donc, il suffit pour ça de candidater à l'appel à projet chaîne qui est déjà en cours, dont le prochain relevé se fait le 1er décembre, donc au 1er décembre, mais vous pouvez en fait soumettre votre dossier quand vous le souhaitez et avec des réponses tous les trimestres globalement sur les ingénieries et sur les lauréats de cet appel à projet. Donc ça, c'est quelque chose d'historique, c'est un partenariat historique que la FNSSR et la Banque des Territoires a développé. Et voilà, pour des projets qui sont plutôt, en effet, amont. Sur les projets aval, on est capable et on va mobiliser un marché à bon de commande et on incite à se tourner à ce moment-là vers nos collègues, notamment de la direction régionale Pays de la Loire, pour avoir un ensemble d'appuis, des appuis techniques aux collectivités autour des cadrages de projets, toutes les phases vraiment très, très amont, les audits, la faisabilité énergétique, des audits techniques, des audits réglementaires, des audits fonctionnels, la question aussi des programmes techniques détaillés, des choses comme ça, ou même le fait d'aider la collectivité à sélectionner une maîtrise d'ouvrage ou un groupement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge et qu'on est capable de mettre en œuvre assez rapidement, de l'ordre de quelques semaines. Et donc ça, c'est un marché à bon de commande qu'on est en train de publier et qui devrait être actif à partir du 1er janvier. L'appui à la mise en œuvre du montage juridique et financier, là aussi, c'est quelque chose qui est quelque chose d'important dans la mesure où, en effet, on est en train de finaliser, de boucler. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les questions, notamment de bouclage financier, de choses comme ça. On est aussi capable d'accompagner, que ce soit à travers des experts qui sont capables de le faire, réorienter aussi pour ceux qui veulent vers d'autres solutions. Je pense à la solution notamment Subzen, qui est aussi quelque chose qui peut être valorisé au sein du groupe Caisse des dépôts. Et puis enfin, le sujet de l'appui à la maîtrise d'usage, c'est quelque chose d'important. Je pense notamment dans le cadre d'un projet de rénovation, c'est aussi un projet autour qui impacte toujours la communauté éducative dans son ensemble. Et donc, évidemment, la question de la manière dont on s'empare du bâtiment rénové et la manière dont on est capable de le décliner, voilà, que ce soit en phase amont ou au moment de la livraison du document. Voilà. On est capable aussi, pour certaines collectivités de taille un peu plus conséquente, ou de cofinancer des besoins spécifiques en ingénierie un peu à la carte. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut ne pas hésiter à se rapprocher de nos collègues, notamment régionaux. Donc, sur la diapositive suivante, peut-être, et donc ça, c'est la partie financement. Donc, en effet, on finance aujourd'hui les projets de rénovation énergétique du bâti scolaire autour des logiques notamment de prêt, principalement, avec donc pour les opérateurs publics, mais aussi sur les projets de rénovation et de transformation, avec appuyé sur le fonds d'épargne
autour d'un taux du livret A plus 0,40%, soit à peu près 40 points de base. Donc ça, c'est en fonction des projets. Et ça, c'est vraiment une discussion que vous devez avoir avec les chargés de développement et commerciaux de la direction régionale pour notamment les modalités de prêt. Vous avez aussi un dispositif qui s'appelle l'Intracting, qui est un dispositif d'avance remboursable sur une durée plus courte, hein, pour le coup, 13 ans, avec un taux voilà, plus bas aussi, qui va être révisé, hein, en janvier, mais qui globalement est quand même plus attirant. Mais pour des travaux, j'insiste, de l'ordre du système, de l'ordre de la rénovation, de l'huisserie, des choses comme ça, à des gains plus rapides sur 13 ans. On peut aussi, pour des collectivités qui ont des CAPEX un peu plus conséquents, sur l'accompagnement au montage de structures de portage utilisant le tiers financement ou l'accompagnement des EPL. Vous savez que les EPL sont souvent des acteurs aujourd'hui à travers leur mandat important de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et donc, on peut également les accompagner. Concernant le tiers financement, c'est vraiment des situations chaque fois bien spécifiques. Peut-être une dernière diapo. Sur les quelques projets inspirants, là, je vous laisserai partager les différents projets aujourd'hui qu'on accompagne ou qu'on a accompagnés à travers les différents appels à projets. Et enfin, la dernière des dernières diapos, je pense, ça va être la diapo sur Montreuil-Juigné, tout à fait. Alors, je ne sais pas si Monsieur le maire est connecté ou présent. Alors, Benoît Cochet n'est pas encore connecté. Ce que je te propose, Nicolas, et merci beaucoup pour la présentation, on va passer la parole au CEREMA et après on reviendra sur l'exemple très opérationnel de Montreuil-Juigné avec son maire Benoît Cochet. Et parole au CEREMA. CEREMA ou à l'ADEME, je ne sais pas. C'est CEREMA. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Donc, ça, c'est pas C'est l'ADEME, du coup. Alors voilà, on va passer, voilà, CEREMA. Oui, donc bonjour, Camille Fatard du CEREMA. Donc, je vais vous présenter des outils et des modalités d'accompagnement qu'on propose aux collectivités qui souhaitent s'engager sur des projets de rénovation de leurs écoles. On peut passer là, c'est l'ADEME. Non, c'était bon, la précédente. Merci. Donc, tout d'abord, nous avons mis en place une communauté École de demain sur le site Expertise Territoire. Donc, c'est une communauté d'échange, de documentation autour de tous les sujets de la rénovation des écoles. L'école en elle-même, mais ce qu'il y a autour, aussi bien les rues scolaires, la renaturation des cours d'école que la rénovation des écoles en elle-même. Vous pouvez vous y inscrire. Actuellement, il y a 180 participants. Je vous ai mis tous les documents. Il y a des sous-groupes de travail également qui permettent de réfléchir sur certaines problématiques précises. On peut passer à la diapo suivante. Acté Cubécole, donc le CEREMA accompagne les collectivités qui souhaitent inscrire des écoles dans le programme Cubécole. C'est un programme d'action sur les économies d'énergie, sur les usages et l'exploitation des installations des bâtiments scolaires. Cubécole, c'est pas sur les travaux en eux-mêmes, mais c'est un premier pas qui est intéressant à faire pour une meilleure appropriation de l'école par ses usagers et une meilleure compréhension du fonctionnement de l'école avant de faire le pas suivant qui pourrait consister à faire des travaux plus importants. Voilà, ça peut être un projet qui n'est pas encore défini et que vous souhaitez aussi mieux comprendre le fonctionnement de votre école et associer vos usagers, c'est un très bon point de départ. J'ai mis le lien pour les inscriptions. On est sur des minimums de 6 écoles inscrites par une collectivité avec mutualisation géographique possible. Voilà. Et enfin, plus classiquement, le CEREMA accompagne les collectivités territoriales sur des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, particulièrement si vous avez un projet un peu complexe, multi-thématique, pas seulement sur la rénovation énergétique, ça peut être aussi une problématique plus globale de territoire. Votre école est dans une zone avec des risques, ou vous souhaitez aller plus loin que la stricte rénovation énergétique, ou encore associer les parties prenantes de l'école au projet de rénovation d'école. Nous, on peut proposer une AMO, sachant qu'on est pour les collectivités adhérentes au CEREMA dans le régime de la quasi-régie.
ce qui peut simplifier aussi vos démarches. Et on s'adapte aux demandes des collectivités sur la modalité précise de cet accompagnement. J'en ai fini pour le CEREMA. Prendre la main, côté ADEME, pour vous parler d'un dernier dispositif que l'ADEME promeut également sur le territoire et qui a plutôt bien marché, parce que si vous regardez la carte à droite, on voit qu'on a une couverture territoriale qui est très très importante en conseiller en énergie partagée. Le conseiller en énergie partagée, c'est un relais de terrain local que l'ADEME aide dans des intercommunalités en général, alors plus ou moins grandes, comme vous pouvez le voir sur la carte. Le conseiller en énergie partagée, il est là plutôt pour vous accompagner sur votre patrimoine et sur la maîtrise de votre patrimoine d'un point de vue énergétique. Donc, la première mission, c'est effectivement qu'il puisse faire un recensement de vos bâtiments, des consommations d'énergie, des surfaces, qu'il puisse étudier un petit peu la performance énergétique de vos bâtiments et qu'il vous donne quelques orientations pour améliorer l'usage des bâtiments, diminuer un peu les consommations d'énergie. Il n'est pas dans des phases directes de rénovation derrière ou d'information sur les énergies renouvelables, mais il est une des briques qui permet derrière de vous faire passer auprès d'un conseiller économiste de flux, comme le disait Philippe tout à l'heure, ou qui vous permettra d'aller voir un conseiller du réseau ENR dont je vous ai fait la présentation également tout à l'heure. Donc, ça peut être un point d'entrée, effectivement, pour vous, pour savoir comment vous vous situez en matière de dépenses énergétiques et de maîtrise de ces dépenses énergétiques. La carte parle d'elle-même. En fait, on a une structuration en fonction des départements qui est soit avec une couverture départementale, comme c'est le cas à l'échelle des syndicats d'énergie en Vendée notamment et dans le 49. Sur le 44, on a les CEP qui interviennent soit via le syndicat, soit à l'échelle de comités de communes. Et puis en Mayenne et en Sarthe, en Mayenne, on a une couverture globale à l'échelle des pays. Et en Sarthe, la couverture va devenir globale à partir de début 2024, puisqu'on a le conseil départemental notamment qui va prendre le relais sur les territoires qui étaient non couverts. Et en attendant, on a un accompagnement également sur le pays du Mans qui devrait émerger courant 2024. Peut-être que le rectorat parle de témoignage du maire ou pas? Oui, alors du coup, pour la page bâti scolaire, pour vous présenter en fait un dispositif d'accompagnement qui est interne au rectorat, c'est la cellule bâti scolaire qui est en lien avec une cellule ministérielle. Hein, donc chaque académie a une cellule bâti scolaire, donc nous en avons une. Cette cellule, elle permet d'accompagner les collectivités dans leurs projets en mettant à disposition des ressources et des conseils. En termes de conseils, hein, nous avons des collègues derrière qui sont là pour éclairer un petit peu une collectivité sur les projets avec deux champs de spécialisation, une spécialisation un peu plus ancienne sur tout ce qui est construction des écoles et thématiques sécurité, exposition aux risques majeurs et aux risques technologiques, au radon et à l'amiante. Et donc, on a une collègue qui est experte sur ces sujets-là. Et puis, avec la montée en puissance des questions de transition énergétique, on a aussi renforcé l'équipe avec un autre collègue qui est plus spécialisé dans la construction et dans les aspects bâtimentaires. Donc, vraiment, deux collègues qui sont des ressources humaines qui peuvent venir répondre à des questions. Et puis, cette cellule bâti scolaire aussi, elle vous oriente vers un ensemble de guides qui ont été élaborés par notre ministère, qui ont une vocation vraiment très opérationnelle. Ces guides, ils sont simples et ils donnent des idées d'un point de vue très opérationnel. Ils sont mis à jour régulièrement. On en a mis deux à titre d'exemple. Un qui a été largement rediffusé cet été auprès normalement de toutes les communes. Et je l'espère que vous avez tous vu passer ce guide. C'est un guide sur l'amélioration du confort thermique des bâtiments scolaires pendant les vagues de chaleur pour faire le lien et illustrer avec ce qui s'est dit précédemment. Par exemple, dans ce guide, on y voit des conseils pour quand on mène une opération de revégétalisation d'une cour d'école, de faire attention à planter des espèces qui permettent de créer un écran solaire
pour les classes. Donc, du coup, il y a des exemples comme ça très opérationnels sur la façon dont on peut lutter contre les vagues de chaleur. Et puis aussi une série de guides qui servent à donner des bonnes pratiques et à mettre en avant des projets innovants. Le deuxième guide, effectivement, il permet d'apporter des expériences sur ce qui a été évoqué aussi, sur effectivement la façon dont on mobilise les usagers dans toutes les questions de transition énergétique et d'usage du chauffage et de la ventilation. Donc voilà, on est là aussi pour vous accompagner. Ce n'est pas de l'ingénierie au sens traditionnel du terme, mais vraiment de l'accompagnement. On vous a mis la référence de notre tête de file bâtisse scolaire, qui est Madame Marion Thironneau, et le collègue en charge des questions de construction, c'est Monsieur Vincent Racoupeau. Ils sont connectés et de toute façon, on vous donnera leur contact. Oui, Benoît Cochet donc, est connecté. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire, de témoigner à nouveau sur la rénovation énergétique de votre école Marcel Pagnol. Donc, bonjour à vous. De vous passer la parole. Oui, très bien, très bien. Merci en tout cas de l'invitation qui fait toujours honneur à nos territoires, car pour la petite histoire, hein, c'était un projet qui était parti à l'origine sur la rénovation d'une classe liée à l'humidité, et en 2019, au regard de l'urgence climatique qui prenait de plus en plus de place avec les élus du conseil municipal, on a décidé plus conséquent, puisque c'est donc un des 3 groupes scolaires publics de la ville de Montreuil-Juigné, hein, ville dans le Maine-et-Loire de 8000 habitants, qui a été entièrement rénové. 2000 mètres carrés qui ont été repris du sol au plafond, si je peux ainsi dire. Il est indiqué dans la slide, donc une école de 137 élèves. Alors ça, c'est les élémentaires. Il faut y adjoindre la maternelle qui est aussi concernée. Donc on arrive à un groupe scolaire de 200 élèves. Un chantier qui a duré en site occupé pendant 1 an et demi, mais qui aujourd'hui fait de cette école des années 1975 un bâtiment totalement revu, rénové, comme si nous avions fait du neuf, avec donc dans les procédés en termes de rénovation énergétique, c'est l'isolation thermique, hein, des parois, le sol, le plafond et bien sûr l'ensemble des extérieurs, une isolation extérieure à l'aide de matériaux biosourcés. C'est l'installation d'une VMC double flux et bien sûr la rénovation de l'ensemble des ouvrants, des menuiseries. On a même réduit en fait, hein, les menuiseries parce que c'était une école qui était très vitrée. On a réduit ce nombre de menuiseries. C'était des études en tout cas qui nous ont amené à ces choix. Et puis on a aussi complété cette rénovation thermique par une rénovation énergétique en y apportant la géothermie sur le groupe scolaire. Les résultats sont d'ores et déjà très encourageants et à la hauteur des chiffres qui nous étaient annoncés, puisque on arrive plus de 40% d'économie d'énergie sur le groupe scolaire. C'est 80%, une baisse des gaz à effet de serre de plus de 80%, hein, sur cette école Marcel Pagnol. Un projet de 3,2 millions d'euros, donc c'est assez conséquent. Pour vous dire, on partait à l'origine sur 600 000, hein, donc il a fallu convaincre et emmener tout le monde, mais ça a valu l'école Marcel Pagnol d'être mis en avant par le ministère de la Transition écologique et des territoires en lien avec la Banque des territoires au mois de mars dernier. On a été accompagné par l'État, par l'ADEME, la région, la communauté urbaine. Le fonds vert n'existait pas à l'époque, mais indéniablement, ce type de projet serait aujourd'hui complètement éligible. Et bien sûr, la Banque des territoires qui nous a permis aussi de contracter un emprunt de 1,3 million d'euros, un taux intéressant dans le contexte que l'on connaît, à 3,5%. Voilà, un chantier, on ne va pas se cacher, qui a été…
je dirais pas difficile, mais qui indéniablement demande une attention de tous les jours, puisque quand vous êtes en site occupé avec des enfants et des familles qui sont au plus près de ces questions-là, il faut gérer la continuité scolaire à la sortie d'une crise sanitaire qui les avait déjà bien affectés. Et on a aujourd'hui la satisfaction d'avoir réalisé ce chantier. Le meilleur des retours, et lorsque j'ai fait les visites de rentrée, quelques jours après la rentrée scolaire, et que les enfants d'une classe de CM1, je leur ai demandé comment ils étaient dans leur école, et ils m'ont dit « Mais monsieur, on est trop contents parce que la semaine dernière, tout le monde disait qu'il faisait très chaud, Dixit début septembre avec un moment de forte chaleur, et nous, on avait froid dans notre école. » Donc ça, c'était très bien. C'est pour moi le meilleur des exemples. La vérité sort de la bouche des enfants et je ne peux que m'en saisir. En tout cas, c'est un vrai projet réussi. Pour information, la ville de Montreuil-Juigné a fait le choix dès 2014 de flécher l'ensemble de ses crédits d'investissement dans la rénovation de l'existant. C'est-à-dire qu'on ne sort plus aucun bâtiment public, on rénove et on s'apprête à s'occuper de notre complexe sportif, qui est le plus gros bâtiment de la ville, avec le même exemple que cette école Marcel Pagnol. J'ai vu qu'il y avait une question sur la question des étiquettes énergétiques. On est passé de l'étiquette D à l'étiquette C en termes de consommation énergétique. J'ai oublié de préciser qu'à côté de la géothermie, on a quand même gardé une chaudière gaz d'appoint, hein, c'est indispensable. Et pour les émissions de gaz à effet de serre, on est passé de l'étiquette D à l'étiquette B. C'est vraiment un exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et puis, bien pris le message subliminal, mais assez explicite que vous avez passé sur le prochain projet, sur le complexe sportif. Philippe Justran, à mes côtés, on a bien pris note. Merci en tout cas pour votre témoignage. Et on se tient à disposition. On se tient à disposition. Hein. Enfin, moi, je crois que on apprécie toujours que d'avoir des collectivités. Moi, sur d'autres projets, j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres collectivités pour visiter, pour échanger. Très sincèrement, que ce soit moi, mes adjoints ou même nos techniciens, si certains veulent venir faire une visite ou échanger sur le sujet, on n'a pas la science infuse, hein, ce n'est pas le chantier parfait, mais n'empêche qu'on se tient à disposition pour un échange de bonnes pratiques. Merci une nouvelle fois, y compris pour cette initiative. C'est très important, y compris à un moment donné pour aussi, entre guillemets, avec mes mots, hein, dédramatiser ce type de chantiers qui sont des chantiers compliqués. Vous avez raison de le souligner, monsieur le maire, notamment en période de gestion scolaire aussi, donc avec la présence d'enfants, la présence du corps enseignant. Et c'est des sujets toujours de sensibilité, mais qu'on arrive collectivement à gérer lorsque les choses sont bien ordonnancées, comme vous en avez témoigné. On va peut-être, monsieur le directeur régional, avec votre autorisation, passer au temps d'échange. Alors peut-être un point de méthode et une proposition. Le point de méthode, c'est qu'il y a beaucoup de questions par écrit. Je ne sais pas si dans le temps imparti, on aura l'occasion de répondre à toutes les questions. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'après, dans le cadre du délivrable attendu de ce webinaire, au-delà des slides, etc., on puisse apporter une réponse aussi. Il y a des questions très précises dans lesquelles, moi, je confesse en toute modestie être incapable de répondre. Et il me semble important dans ce type de webinaire qu'on puisse apporter une réponse précise à chacune des sollicitations. Le deuxième élément, qui est plus un élément de proposition, mais je le mets un peu en débat, mais j'ai trouvé très intéressant l'ensemble des présentations qui ont été faites. On voit bien d'ailleurs que sans être confiné à l'exhaustivité, enfin, on a quand même énormément de dispositifs, de leviers mobilisables, y compris en fonction de temps de maturité qui peuvent être différents selon les projets. Et donc, je serais assez partisan, si tout le monde en est d'accord, qu'on puisse ramasser au-delà des slides qu'on vous passera, mais ramasser l'ensemble des dispositifs en prenant finalement une clé d'entrée unique. La clé d'entrée, c'est « Je suis maire d'une commune de X habitants, j'exprime un besoin, quel levier je peux mobiliser ?» J'exprime un besoin, c'est « J'envisage de rénover mon école, mais qui date des années 70 et qui n'a jamais été rénovée. » J'exprime un besoin, c'est que j'ai fait tout ce travail d'études préalables, y compris d'ailleurs en mobilisant les opérateurs le cas échéant, et maintenant j'arrive à maturité et je suis maintenant à la recherche, dans la logique de bouclage de mon plan de financement. Je pense que ça serait, mais c'est un petit challenge qu'on va se fixer collectivement. L'idée, c'est de faire un 4 pages. On enverra tous les maires des 5 départements de la région sur la problématique d'appui et de financement pour la rénovation des écoles, mais en ayant en fait cette clé d'entrée en termes de communication, de dire, voilà, j'exprime un besoin,
quel levier je peux mobiliser. Et évidemment, on rajoute dans ce 4 pages l'ensemble des contacts qui sont précisés, qui ont été précisés tout au long de notre matinée de travail. Voilà la proposition que moi je fais. Ici, autour de la table, je ne vois pas d'opposition, donc je considère qu'elle est validée, je vous en remercie. Et donc, on essaie de faire ça assez vite, sous l'égide du SGAR, donc en récupérant l'ensemble des données des uns et des autres. Voilà, temps d'échange, avec beaucoup de questions. Est-ce qu'on prend des questions à l'oral? Est-ce qu'on prend des questions à l'écrit? Moi, On peut en prendre une à l'oral. On peut en prendre à l'oral, Quelqu'un lève et après on pourra peut-être panacher avec des questions écrites. Charlotte, yes. Avant que quelqu'un lève la main, peut-être qu'il y a une question qui est revenue, c'est est-ce que les écoles privées sous contrat d'association sont concernées par le plan de financement? Et ça a été un peu la question pour tout le monde. Alors, on laisse peut-être Nicolas répondre côté Banque des Territoires pour apporter ce premier élément et puis ensuite chacun. Madame la rectrice aussi. D'abord peut-être Madame la rectrice, si vous souhaitez. Alors, la première réponse qui vient à cette question, c'est effectivement si la commune est propriétaire des locaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ce serait peut-être une condition. Il n'y a pas de raison que l'enseignement privé sous contrat soit exclu de ce dispositif. si je comprends bien, c'est la maîtrise d'ouvrage, en fait, la propriétaire. C'est souvent les associations qui sont. Ouais. Et lorsque la commune est propriétaire des locaux, c'est la commune qui, oui, bien sûr. Qui est la question de la maîtrise d'ouvrage. Si c'est la commune, c'est sans difficulté. Peut-être que Nicolas peut compléter, peut-être pour. C'est exactement la même réponse que nous fournissons en général. C'est si la commune est propriétaire, en effet, ça se regarde. Alors, dans certains territoires, c'est particulièrement vrai. Et c'est particulièrement prégnant comme problématique, dans d'autres un peu moins. Mais oui, en effet, c'est pas quelque chose qui est visé en priorité par le programme EduRénov', en effet. C'est la même chose d'ailleurs sur la question de la démolition, reconstruction. Il y a une question qui est passée sur ça tout à l'heure. Dans le programme EduRénov', on intègre, dans le cadre d'une logique un peu ZAN, on intègre la démolition-reconstruction dans le périmètre sur le site existant. Et donc voilà, ça demande un peu plus de justification, enfin de justificatif, entre guillemets, et d'échange. On le fait un peu au cas par cas, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre dans le cadre du programme EduRénov'. Pour le fonds vert, idem, c'est en fonction de la maîtrise d'ouvrage. Et donc, en général, ce sont les collectivités, les communes qui sont propriétaires. Et sur la partie, par contre, pour le fonds vert, la déconstruction, reconstruction n'est pas concernée. C'est vraiment que la rénovation. Et pour l'ADEME, les conseillers en énergie partagée donc, ne gèrent que le patrimoine communal. Donc, on est dans la même questionnement. Par contre, le fonds chaleur, lui, est ouvert à l'ensemble des acteurs du terrain, que ce soit les collectivités, que ce soit les associations ou que ce soit les entreprises. Donc, le réseau de ZNR accompagne d'une manière indifférenciée tous les porteurs de projets qui veulent convertir leur chaudière gaz fuel en énergie renouvelable. Là, c'est un champ d'éligibilité plus large qui n'est pas dédié aux écoles, aux bâtiments scolaires. Alors, on prend peut-être des questions, je ne sais pas comment vous faites, chère madame. Oral, peut-être que c'est Il n'y en a pas, j'ai invité à lever la main. Mais... Est-ce qu'il y a la parole, évidemment, circule. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole, de compléments, réactions, tout simplement, d'ailleurs? En levant la main, si cela vous... Bonjour. C'était plus par écrit. Peut-être Charlotte, avant que les mains se lèvent, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une autre question sur les fonds verts. Est-ce qu'ils peuvent se cumuler avec d'autres subventions? Oui, ils peuvent se cumuler en respectant la règle des 80%, enfin des 20% minimum pour le maître d'ouvrage. Mais ils peuvent se cumuler, oui, tout à fait. Et y compris avec les aides de l'ANRU, qui est une question qui est posée à l'instant. Alors là, je veux bien prendre la question, parce que je ne suis pas spécialisée à la politique de la ville. Je pense que oui, il n'y a pas de raison, mais on va garder la question. On n'est pas forcément en capacité, on va être très modeste de répondre à tout sur le siège. Par contre, l'engagement qu'on prend, c'est de prendre les questions. Ouais. Logiquement, le fonds vert, le seul critère, c'est qu'on respecte le reste à charge de 20%. De 20% pour le maître d'ouvrage. Mais par rapport au crédit spécifique politique de la ville, Paul Ville, on va vérifier. On va vérifier, il n'y a pas de raison. Il y avait d'autres questions sur la nature des bâtiments éligibles, et notamment les bâtiments de restauration scolaire ou les bâtiments. Tout à l'heure, je l'ai vu une question sur le périscolaire. Périmètre des bâtiments éligibles. Sur la problématique.
Alors, Alors ça nous permettra de préciser, alors sur le fonds vert, on attend voilà, les cahiers d'accompagnement 2024, désolé, qui vont sortir début décembre. C'est une question qu'on a posée, donc on ne préfère pas s'aventurer sur la réponse. Voilà, en décembre, on devrait le savoir très rapidement. Et il y avait une question. Peut-être pour EduRénov, Nicolas. Peut-être que Nicolas Oui, peut compléter. pour EduRénov peut-être. Alors, en effet, on ne l'a pas dit, mais le périmètre du programme EduRénov, puisqu'on est dans une réunion aujourd'hui sur les écoles, mais le périmètre d'EduRénov est légèrement plus large, puisqu'il intègre aussi collège, lycée et même certains éléments de formation initiale. Post-bac, donc c'est ça, y compris par exemple, on a vu des IFSI, on a vu des universités, toutes les structures périscolaires, évidemment. J'ai vu une question sur la question des périscolaires. Les infrastructures sportives et culturelles sont intégrées uniquement si elles sont dans le périmètre du groupe scolaire, c'est-à-dire sur l'emprise principale. Sur l'emprise principale du groupe scolaire. Concernant les restaurants, dans le cadre d'un RPI, on peut regarder en effet la prise en charge et l'accompagnement. Voilà, dans le cadre j'insiste, dans le cadre du RPI, si jamais il y a des choses de cette nature-là. J'espère avoir été clair. On va vous mettre une petite diapo, on a une diapo complémentaire là, dans le commentaire sur ma collègue va vous mettre sur les critères EduRénov. Côté ADEME, donc les cantines scolaires, les centres de loisirs ou autres sont des bâtiments qui sont éligibles. Et on va passer du coup plutôt sur la mise en place de réseaux de chaleur qui peuvent être des petits réseaux à condition que les bâtiments ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Et ça, pour le coup, les conseillers du réseau ENR vont pouvoir vous conseiller effectivement sur la possibilité ou pas de faire un petit réseau de chaleur à proximité de vos écoles. Alors, on a une autre question sur les fonds leaders. Est-ce que vous avez des exemples de montage financier avec des fonds leaders et les fonds leaders peuvent-ils être mobilisés également? Alors, les leaders, c'est les fonds européens, c'est le conseil régional, donc il faut voir avec votre groupe d'action locale, d'abord le programme. Et là, on renvoie vers effectivement les dispositifs très spécifiques des fonds européens gérés par la région désormais. Des règles très spécifiques. Ça, on peut relayer aussi. Mais on relaiera la question. Collègue de la région. Alors, il y a des questions sur globalement l'instruction des demandes de subventions, notamment celles déposées début 2023 et encore en attente de réponse, ou alors des projets d'écoles déjà en cours mais non encore payés ou subventionnés. Alors ça, honnêtement, c'est difficile de répondre comme ça de manière générique, parce que la personne qui a posé la question, là, peut-être qu'elle, en marge de webinaire, nous précise quel est le dossier, quel est parce que c'est extrêmement difficile là, de répondre de manière générique à une question qui est une question spécifique, en fait. C'est au cas par cas. Ouais. Oui. Ça, faut compléter la question, puisse regarder le dossier, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, il y a une main levée. Monsieur Richer. Monsieur Richer. Oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, c'est moi qui ai posé la question par rapport à l'école qui est en cours de réflexion et de projet. Alors, je suis le maire de Bazoges-en-Paré, une commune de 1200 habitants à côté de Chantonnay, un petit peu plus grande, voilà, avec un beau site touristique. Je fais un petit peu de pub au passage. L'école, ça fait à peu près un an et demi qu'on a pensé à renaturer, notamment la cour d'école, pour toutes les raisons que vous avez citées depuis le début du webinaire. Chaleur, etc. Et en lien avec le CPIE, donc le Centre permanent d'initiative environnementale, et on est allé voir la commune de Roche-Trejoux, qui est une petite commune qui nous ressemble. Eux ont déjà une avancée sur nous, c'est qu'ils ont déjà fait les travaux. Nous sommes en train de finaliser les devis avec notamment les végétaux, évidemment des végétaux qui seront du cru, parce que ça ne sert à rien de faire venir des végétaux de l'autre bout du monde si on parle d'écologie, par exemple. Et ensuite, on attend le coût que ça pourrait nous coûter au niveau de la main-d'œuvre. En sachant bien évidemment que dans ce projet, on va demander à la population, notamment les parents, les élus, les bénévoles, les enfants également, bien sûr, de venir soit planter, soit mettre les copeaux avec nous. Tout ce qui est bitume pour le retrait de cette partie de la cour d'école, nous sommes pris en charge, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à hauteur de 4 000 € par Vendéo, puisque nous sommes sur le bassin versant.
Voilà, donc tout ça, c'est en bonne voie. On a un peu de retard parce qu'on aurait aimé faire ça cette année, mais ça n'a pas été possible. Et finalement, c'est pas mal, puisque effectivement, s'il y a des choses qui sortent au fur et à mesure, je me dis pour les subventions, ça serait intéressant, malgré le reste à charge. Voilà, donc c'est pour savoir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Est-ce qu'on va accélérer et le faire que nous, ou est-ce qu'on peut subventionner certaines parties, ou comment on peut se tourner et vers qui, quoi. C'est renaturation. Renaturation, oui. Ouais. Alors, vous pouvez, monsieur le maire, aussi solliciter justement le directeur, directrice d'école et leur communauté, puisque c'est typiquement le projet pour lequel nous pouvons nous associer donc du financement du Fonds d'innovation pédagogique, donc ce que j'appelais tout à l'heure, enfin ce qui est le Conseil national de la refondation et de la science. Et donc, parce que beaucoup ont des projets justement autour de cette éducation au développement durable. Nous avons déjà des projets où il y a du verdissement, des cours, etc. Et je pense que vous pouvez ajouter ce financement-là et créer une véritable dynamique qui serait un entraînement général pour les élèves, les familles et puis bien sûr tous ceux qui vivraient dans l'école. Donc ça, je vous garantis. Alors, ce qu'il y a de plus long dans cette procédure, c'est parce que nous sommes parfois nous finançons donc parfois ce qui relève de la collectivité, en l'occurrence de la commune, et donc c'est la convention de rétrocession. Mais sinon, nous avons vraiment de quoi financer immédiatement le projet sitôt que nous en avons connaissance. D'accord. Parce que en plus de ça, on a travaillé bien évidemment avec les professeurs et tout, hein. On a fait plusieurs réunions, donc on les a conviés. Il y a eu des parents d'élèves, il y a eu quelques enfants aussi. Bon, tout le monde des personnes du conseil municipal, tout le monde est sur les dents parce qu'il n'attend plus qu'une chose, c'est que ce projet aboutisse, même si ce n'est pas un énorme projet, d'autant qu'il a commencé il y a à peu près un an sur en fait une idée toute simple de la communauté de communes qui était FANA pour être prototype. On a levé la main tout de suite. Prototype, ça me plaît, et en plus, c'est en lien avec, je dirais, les avancées vers un meilleur avenir pour nos enfants aussi. Voilà. Ouais, très bien, monsieur le maire, n'hésitez pas à solliciter le DAZEN aussi au besoin, et on va le relayer pour votre commune, bien entendu. Ben, je vous remercie. Bonne journée, merci. Ensuite, on a Sainte-Suzanne qui voulait intervenir. Oui, vous m'entendez? Très bien. Très bien. Oui, bonjour. Donc Sainte-Suzanne, alors particularité, ça a été dit, nous on est petite cité de caractère, plus beau village de France, avec des contraintes architecturales et patrimoniales qui viennent s'ajouter au projet. On avait un RPI qui devient un RPIC, c'est-à-dire qu'on a regroupé 2 écoles sur un seul site. Aujourd'hui, on a lancé la maîtrise d'œuvre par le biais du Fonds vert. Et on va se retrouver confronté à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on est parti un peu ce qui a été à Mur-Érigny. Au début, c'était une rénovation partielle de l'établissement. Là, maintenant, on fait une bascule complète qui est la renaturation des 2 cours de l'école, la rénovation énergétique complète du bâtiment. Et on ramène aussi la cantine scolaire avec une rénovation de tous les équipements qui étaient très énergivores. On va se retrouver confronté, donc c'est une question que j'ai par rapport au financement. C'est que la maîtrise d'œuvre, les premières études, nous font ressortir 3 scénarios. Donc, un, on n'ira pas parce que c'est faible en plus-value. Un, où on serait à 40% d'économie d'énergie et l'autre à 80%. Donc, celui qui est à 80% nous motive. Néanmoins, il va dépendre des capacités de financement. Le fonds vert, on n'a pas de taux de pourcentage qui sont annoncés. Et en fait, pour nous, tout va jouer là-dessus. Et est-ce que le fonds vert peut se cumuler avec la DETR ou pas, ou c'est un choix qu'il faut qu'on fasse? Très clairement, on a la possibilité de faire la rénovation complète si on atteint au moins 70% d'aide. Alors, on a des contraintes architecturales du fait des petites cités de caractère, on peut avoir un soutien de la région, mais sur le reste, après, c'est sur les fonds disponibles. Ok, alors bien pris votre question, elle est très précise. Alors d'abord, sur le principe, le fonds vert peut se cumuler avec la DETR. Même si le fonds vert est programmé au niveau régional, et que la DETR, c'est les collègues de département qui le programment. Enfin, heureusement, on se parle et c'est des choses qu'on peut construire. Je ne vais pas répondre précisément sur le principe entre 40 et 80. On est plutôt là, tous collectivement, pour aller vers l'optimum, c'est-à-dire sur les projets qui sont les plus ambitieux. Après, bien pris en compte votre contrainte de financement, là, il faut regarder sur le dossier d'espèces. J'aurais du mal à faire l'expertise de votre dossier
monsieur le maire, avec, voilà, dans le cadre de cette réunion-là. Il faut qu'on regarde, il faut que vous avez raison, de la visibilité sur ce à quoi vous pouvez prétendre ou vous attendre pour faire ensuite un choix politique sur les scénarios qui ont été déterminés. Votre démarche est la bonne. Donc ça, il faut qu'on regarde par rapport au contenu du projet que là, je découvre objectivement dans le détail et voir éventuellement avec la Banque des territoires. Si on peut compléter. S'il peut y avoir un complément. Voilà, C'est tout l'enjeu de la présence collective. Nous, en emprunt, on sera pas, on vient de faire déjà un emprunt et tout, on ne sera pas en capacité d'emprunter sur ce projet-là. Donc, on est vraiment en train de regarder entre notre capacité d'autofinancement et les subventions. Là, c'est un plan de financement à monter et l'ensemble des acteurs de l'État autour de nous aussi aujourd'hui sont là pour venir en appui si vous en ressentez le besoin, pour vous aider à optimiser, on va être clair, à optimiser le plan de financement. Je ne peux pas vous répondre sur le siège, sur le scénario à 40 et le scénario à 80. Par contre, c'est quelque chose typiquement sur lequel, quand je disais on est à votre disposition, ce n'est pas simplement pour le dire, c'est la réalité. Ça, c'est un projet. Ensuite, il y a un choix politique qui vous appartient, mais il faut que vous ayez la visibilité sur ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de financement. Ok, merci. Donc, il faut que vous passiez. On va reprendre votre attache. Oui. On a noté les coordonnées. J'ai bien noté, monsieur le maire de Sainte-Suzanne, je crois que c'est l'arrondissement du Mans, c'est ça? Pas du tout. Alors, nous sommes en 53, mais on adore la Sarthe. Mais non, c'est bien en Mayenne. Alors, il y en a plusieurs. Alors voilà, vous avez bien fait de me le préciser. Effectivement, et on va relayer auprès de nos collègues des préfectures qui sont quand même le premier contact et qui ont à leur main la DETR, mais aussi des CIL et aussi certaines mesures de... Parce qu'on a commencé à travailler avec eux, sachant que l'accompagnement sur la maîtrise d'œuvre est passé par le fonds vert. Dans la démarche, ils nous avaient dit, commencez étape par étape, soyez cohérents. Très bien, je vais relayer ça. Bon, et puis on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est quoi le delta entre le scénario à 40 et le scénario à 80? C'est ça le sujet. Et est-ce qu'il y a une rentabilité sociétale à aller à 80? C'est ça le sujet. Et ça, c'est là où il faut un petit délai d'expertise, quoi. En tout cas, d'ingénierie de notre part et de conseil. Merci. Alors, je vois, il y a une autre main levée. Monsieur François Brochard qui souhaitait intervenir. Monsieur Brochard. Bonjour. Oui, je suis élu à la ville de Nantes, conseiller éducatif à la ville de Nantes. Enfin, conseiller municipal à l'éducation à la ville de Nantes. Donc, du coup, on va parler un petit peu plus. Trois mains levées, donc. Ah, pardon, ça je. Non, mais allez-y. Oui, c'était un témoignage plus parce qu'on a en effet déjà des rénovations en cours et des premiers retours d'expérience dans un paysage urbain où la chaleur est un problème majeur. Et je pense que vous disiez à juste titre qu'en effet, côté des mairies, on aura besoin d'avoir un guichet unique, une porte d'entrée assez claire pour qu'on puisse savoir comment adresser les besoins. Et ce qui nous semble pertinent, c'est de pouvoir distinguer, et en tout cas de mettre en évidence ce sujet chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cas d'expérience qui montrent que rénovation énergétique ne veut pas forcément dire gain en chaleur. Donc, que les collectivités, soulignent ou pas, ou puissent exprimer cette spécificité qui nécessite peut-être un traitement différent et peut-être aussi un enjeu indirect. Ça veut dire on peut vouloir rénover un bâtiment et en fait terminer sur une solution de végétalisation de l'environnement du bâtiment. Voilà, c'était une remarque et un retour d'expérience à ce titre pour éclairer aussi, parce que quand on a rénové un bâtiment et qu'on revient vers les citoyens, alors contrairement à l'exemple qui a été exposé, et tant mieux, eux, ils ont eu des gains thermiques sur la chaleur, mais ce n'est pas forcément systématique. Voilà, je voulais souligner ce point un peu d'alerte. C'est pour ça que je rebondis sur votre question, parce que peut-être qu'il y a une demande un peu récurrente en disant qu'il faudrait un guichet unique. La raison pour laquelle je n'ai pas utilisé ce terme-là, parce qu'en fait, on n'est pas en situation, vu la diversité des dispositifs, qu'ils soient en subvention, en financement bancaire, en ingénierie, en conseil, en financement, en mobilisation de ressources, d'innovation pédagogique, etc. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. On n'est pas en situation de faire un guichet unique, une porte d'entrée unique. En revanche, sur l'ensemble des dispositifs de rénovation, y compris il y a des acteurs. La Banque des territoires, vous le savez, est un acteur bancaire. Ce n'est pas un service de l'État. À mon grand déplaisir d'ailleurs, ça serait plus simple, mais ce n'est pas un service de l'État. Donc, en revanche, l'engagement qu'on prend devant vous, il est double. Il est il faut que nous, on internalise, nous, État, opérateurs, Banque des territoires, etc., on internalise au maximum la contrainte de nos organisations. C'est l'idée, justement, que je disais, en disant il faut qu'on ramasse ensemble des dispositifs, déjà en termes de visibilité, en termes d'information, vous puissiez être rendu destinataire d'un premier vademecum, d'un premier 4 pages qui vous permettent de savoir où on va.
Deuxième difficulté qu'on a, mais là aussi, il faut qu'on internalise, et c'est cette dimension de task force, j'ai utilisé le terme à dessein au début de notre réunion. À un moment donné, si l'ADEME est saisie d'un dossier, mais qui ne relève pas de sa compétence, mais qui relève de la compétence du CEREMA ou du Fonds vert, il faut que, justement, et c'est le cas, heureusement, on se parle et puisse assurer cette transmission, mais qu'on ne vous dise pas, non, vous êtes bourré, il faut aller là. Non, il faut qu'on puisse être le plus simple possible. J'ajoute un dernier point quand même qu'il faut partager avec vous, parce que on est là pour se dire les choses. Vous avez bien vu tout à l'heure sur l'ADEME, c'est très intéressant, sur le fonds chaleur. Le fonds chaleur, toutes les collectivités entreprises sont éligibles. Donc, on ne peut pas avoir un guichet unique sur le changement des chaudières dans l'école à partir du moment où le levier qu'on va mobiliser pour le financement concerne aussi des entreprises, des structures associatives, etc. Donc, c'est là où je vous dis, c'est cette dimension de task force, rénovation, modernisation des écoles, mais ils font appel à des financements. Il y a des financements, entre guillemets, de droit commun de la Banque des territoires. Il y a des financements. Le fonds vert ne concerne pas que les écoles, il concerne notamment avec l'engagement du président de la République, je dirais, il y aura un effet masse sur la rénovation des écoles, mais ça ne concerne pas que les écoles. Vous avez des compléments de financement aussi auxquels vous pouvez prétendre. Donc voilà, donc l'idée, c'est bien cette task force qu'il faut qu'on incarne à travers un document commun et en disant, mais qu'on se mette à la place, j'allais dire, du demandeur, de la collectivité qui demande, pour qu'on puisse mieux l'orienter dès le départ, et puis ensuite, évidemment, avec vous, optimiser les dispositifs, que ce soit en termes d'ingénierie, d'appui, de conseil, et ou, évidemment, de financement sous forme de prêts, de garanties, et ou de subventions. Voilà. Il y a une autre main levée, je vois. Sandrine Plonéis. Madame ? Oui, bonjour, Sandrine Plonéis, ménager, donc adjointe aux finances à la mairie de Vigneux de Bretagne, Loire-Atlantique. Belle ville de caractère aussi, hein, je rajoute. Une petite Vous avez raison de le souligner. Beaucoup de belles villes. Ah, Vigneux, oui, c'est beau. Une question. Nous, on construit un accueil périscolaire dans l'enceinte de l'école qui, par l'avenir, va servir aussi à l'école parce qu'on déplacera le périscolaire dans 5-6 ans et ça servira pour ouvrir des classes. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des subventions fonds verts, sachant qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques sur les modulaires? Alors, sous toute réserve comme je vous disais, du cahier d'accompagnement, si c'est dans l'enceinte, ça paraît… C'est dans l'enceinte de l'école. Ouais. C'est dans l'enceinte de l'école. C'est une construction ou c'est une rénovation de bâtiment? Non, c'est une construction, juste à côté. Pardon, ouais, vous avez bien fait de… Non, alors la construction, ce n'est pas éligible au fonds vert. Après, il reste la DECIL et la DETR de droit commun. Mais effectivement, le fonds vert, on est vraiment sur de la rénovation énergétique. Ouais. C'est ce que disait aussi tout à l'heure M. Verne dans son témoignage. Ouais. Très clairement, le fonds vert, il porte sur la rénovation, avec l'idée qu'on puisse, à chaque fois que c'est possible, privilégier le rechappage et la rénovation de bâtiments existants plutôt que la construction neuve. D'accord. Sachant que les panneaux photovoltaïques vont servir une partie aussi pour les économies d'énergie de l'école. Oui, Madame l'adjointe aux finances, je comprends dans le souci. C'était bien tenté. Ah, j'essaye, hein, on ne sait jamais. Non, bien tenté. Non, plus très clairement, fonds vert, c'est rénovation, c'est pas construction neuve. D'accord. Ça, que les choses soient claires entre nous. Après, la question qui peut se poser sur, je rebondis sur votre question, même si la réponse est négative là, dans le cas d'espèce, c'est le périscolaire en tant que tel, lorsqu'il est uniquement périscolaire. Pour le coup, il n'est pas intégré en tant que tel dans les différents leviers qu'on a mentionnés, avec quelques réserves selon les acteurs, mais globalement, non, c'est le scolaire. En revanche, quand le périscolaire est complètement intégré à la dynamique scolaire, qu'il est aussi sous usage, mais ça s'apprécie au cas par cas. On ne peut pas donner de réponse de principe, là aussi générique. C'est très difficile pour nous, vous l'imaginez bien, de pouvoir répondre. Oui. C'est pour ça que je préfère que plutôt qu'on soit saisi de cas d'espèce, c'est très difficile de répondre de manière définitive sur un dossier d'espèce dont on n'a pas connaissance au-delà de l'interpellation amicale que vous avez raison de poser. Mais dans ce cas-là, peut-être redonnez-nous les éléments plus précis du dossier pour qu'on puisse répondre. Et notamment sur l'aspect financement, parce que je pense qu'on peut regarder aussi sur l'aspect photovoltaïque, panneaux photovoltaïques. On peut regarder aussi, nous, de notre côté, Banque des territoires. D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Merci à vous, Madame l'adjointe. Merci. Alors ensuite, on a Gwenaëlle Léostic. Intervenir.
Oui, bonjour. Bonjour, Gwenaëlle Léostic, directrice des services de la mairie de Beauvoir-sur-Mer dans le nord-ouest Vendée. Très jolie commune aussi, très célèbre avec son passage du Gois. Je vous contacte par rapport au projet de rénovation énergétique du groupe scolaire qu'on a commencé il y a quelques temps maintenant. J'ai déposé un dossier de demande de subvention Fonds Vert en mars 2023. On devrait normalement commencer des travaux en juin 2024. Et je voulais savoir si ma demande allait être étudiée au regard des crédits ouverts en 2023 ou 2024 au titre du Fonds Vert. Alors, il faudrait qu'on puisse voir le dossier pour que je puisse vous répondre directement. Mais normalement, si vous avez déposé une demande au titre de 2023, vous devriez avoir une réponse sur votre dossier. Après, pour information quand même, si vous n'avez pas de réponse avant la fin de l'année, tous les dossiers qui n'auront pas pu être exhaustés cette année par manque de financement, par exemple, seront reportés sur l'année prochaine sans que vous ayez besoin de redéposer un dossier. Après, pour vous répondre précisément sur votre cas, il faudrait que je puisse voir le dossier, mais on prend note. Je vous remercie. Alors, il y avait peut-être des questions qui revenaient sur le calcul des réductions de 40%. Est-ce qu'il y a une exigence d'audit externe? Est-ce que Comment ça se calcule, la structure peut répondre à ça? Peut-être, Nicolas, tu peux commencer pour la Banque des Territoires. Alors pour la Banque des Territoires, c'est en fait l'application du décret tertiaire, donc des obligations relatives au décret tertiaire et notamment la déclaration dans le logiciel Opera de l'ADEME. Je pense qu'il y a des collègues de l'ADEME ici qui pourront compléter éventuellement. Donc c'est du déclaratif, mais sur du facturé. Donc c'est quelque chose à rentrer dans le logiciel. Il n'y a pas forcément besoin d'audit externe. Il y a des tutoriels qui sont plutôt bien faits sur le site de l'ADEME. Je vais essayer de vous retrouver le lien vers le site de l'ADEME pour faire cette déclaration notamment, et de mesurer 40% d'économie d'énergie. Après, un audit externe de type 3CL ou voilà, un peu classique, vous garantit, vous permet surtout de vous projeter sur l'état du bâtiment et ensuite, c'est les différents scénarios de rénovation qu'on peut effectuer par des professionnels. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est le cahier d'accompagnement finalement du Fonds Vert qui va donner les exigences, notamment sur la mesure de la rénovation énergétique qui est attendue. La plateforme Opera étant plus là d'un point de vue réglementaire, puisqu'il y a une effectivement qui est faite de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires, quels qu'ils soient, publics ou privés. Et à partir de là, la plateforme Opera permet de vérifier au niveau de l'ADEME et au niveau du gouvernement que vous êtes bien en conformité réglementaire par rapport à cette obligation. J'ai la main, je me permets juste de répondre à une remarque que j'ai vue sur l'écran qui était concernant les poussières sur les chaufferies bois. Alors, juste, ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffage au bois, quand il est mal maîtrisé, et on va plutôt parler de cheminée ouverte chez les particuliers ou autres, peut effectivement être générateur de pas mal de poussière. Le Fonds Chaleur, lui, finance des opérations pour lesquelles le niveau de poussière est maîtrisé. Et donc, dans le cahier, dans les exigences du Fonds Chaleur, aujourd'hui, on a notamment des listes de chaudières qui sont répertoriées et qui nous permettent d'atteindre des niveaux d'émissions de poussière qui sont maîtrisés, avec des exigences qui sont de plus en plus fortes. Ça, c'est le premier point. Donc, on a une vision et c'est un critère qui est pris en compte. Et aujourd'hui, quand on met une chaudière bois, en fait, qu'elle est bien dimensionnée, et pour qu'elle soit bien dimensionnée, on oblige une étude de faisabilité qui va effectivement faire en sorte qu'elle va fonctionner tout le temps au régime optimal. On a des émissions de poussière, il ne faut pas s'en cacher, mais elles sont absolument maîtrisées et elles n'apportent pas de pollution atmosphérique outre mesure. Alors, il y a une autre question sur le Fonds Vert. Pour le verdissement d'une cour, c'est le Fonds Vert ou un autre fonds? Alors effectivement, comme on a pu le dire,
le fonds vert, ça porte des projets avec une forte ambition écologique. Donc, la renaturation, le fonds vert, il va vraiment sur la renaturation qui va traiter les eaux pluviales. Ce sont des prises en compte assez conséquentes. Par contre, et là je vais laisser la parole au rectorat, sur les sujets plutôt verdissement, mais peut-être banque des territoires, je dirais verdissement, des aménagements plus légers. Je laisse la parole au rectorat et peut-être aussi la banque des territoires. J'avais vu aussi ça. Il y a effectivement beaucoup de projets du Fonds d'innovation pédagogique qui concernent finalement du reverdissement de la cour de récréation. Ça permet aussi d'allier différents sujets et de relier différents sujets ensemble. Derrière ces projets, il y a aussi l'idée de retravailler la cour de récréation aussi sur les représentations et la mixité filles-garçons. Et donc, du coup, ces projets aussi pour lutter contre les représentations sociales, la cour de récréation avec un stade de basket ou de football dessiné sur la cour. Il y a beaucoup de projets qui conduisent à la renaturation des cours de récréation et puis qui trouvent un écho aussi aujourd'hui dans la lutte contre les îlots de chaleur. Et c'est pour ça qu'on peut le relier sur les fonds d'innovation pédagogique et essayer d'aller regarder si on peut financer cela comme ça. Après, le fonds d'innovation pédagogique, il ne permet pas de financer de l'investissement, donc il faut que ça reste… Et dans ce cas, je me permets d'ajouter, il faut vraiment que l'initiative soit celle de la communauté éducative et qu'ils aient quelque chose qui évidemment permette des apprentissages à partir de cela. C'est vrai qu'on parle toujours des questions justement d'éducation au développement durable, mais il y a aussi l'égalité filles-garçons et avec notre habituelle image du panier de basket, en général plutôt occupé par les jeunes garçons. Tandis que les filles sont sur les bancs pour regarder. Bon, c'est à nos cas caricaturaux, mais c'est pour vous dire qu'il peut y avoir effectivement une conception dans laquelle nous sommes en appui. Et de toute façon, toute communauté éducative qui pense un projet éligible au fonds d'innovation pédagogique est censée solliciter la collectivité de référence. Et nous avons déjà tapé un peu du poing sur la table, justement parce qu'elle ne le faisait pas systématiquement. Vous pouvez à l'inverse les inviter à réfléchir à un projet. Ça peut marcher aussi. Nicolas, est-ce que tu veux rebondir sur la renaturation? On passe à la question suivante. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Alors, il y a peut-être une question plus adressée aux SGAR sur cette idée-là de contact unique. Il y a plusieurs questions sur la manière de travailler, avoir un contact pour travailler sur le plan de financement du projet et en privilégiant les subventions. Alors, je reprendrai les propos de Monsieur le Préfet. Votre contact privilégié, c'est vraiment selon vos habitudes, c'est la DDT ou la préfecture ou la sous-préfecture qui est votre première porte d'entrée et qui après est en charge d'aller mobiliser et les autres sources. Et c'est vrai que ce webinaire va aussi permettre aussi de donner la visibilité à tout le monde. Mais votre première porte d'entrée, c'est préfecture DDT selon vos habitudes. Ça dépend des départements, ça dépend des communes. Très bien. Alors, je pense qu'on va pouvoir conclure, Stéphanie, si tu en es d'accord, parce qu'il y a des questions qui sont plus individuelles, donc on va prendre le temps d'y répondre. Oui, tout à fait. On va prendre… Alors, monsieur Justran va revenir. Oui, effectivement, donc, comme je l'ai précisé en début de webinaire, on va pouvoir regarder vos questions. On va y répondre. On va travailler sur une synthèse qui permet d'avoir les portes d'entrée. Il y a aussi une coordination au sein de toute cette communauté, qu'elle soit régionale, mais surtout départementale, qui reste quand même la première porte d'entrée. Et puis, une sorte de FAQ suite à ce webinaire qui sera aussi bien diffusé à l'ensemble des collègues des services de l'État et agences. Et enfin, sur le fonds vert, effectivement, bon, il était important qu'on puisse lancer ce webinaire, mais bien évidemment,
Ce sont les cahiers d'accompagnement qui apporteront des réponses beaucoup plus précises à partir de décembre. Voilà ce que je peux dire pour conclure. Et puis moi, je vais laisser la parole à M. Jusserand et Mme la rectrice. Donc d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des participants. On est à 500 donc, participants. Je pense que c'est vraiment un franc succès. Remercier aussi l'ensemble des partenaires et des parties prenantes à ce dispositif de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Remercier ceux qui ont organisé aussi. Je pense à Charlotte, aidée de Yasmina, Yara, voilà, Olivier, donc sous l'égide de Gilles. Et puis, donc vous avez, je pense que c'était un moment important pour bien souligner ou présenter et préciser ce changement d'échelle. C'est-à-dire que sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, on passe à une autre échelle, l'échelle de massifier et d'atteindre l'objectif que nous avons fixé de 10 000 logements, notamment dans le cadre du plan et du rénov de la Banque des Territoires. Vous signifiez que voilà, on est totalement mobilisé. Hein, ce sont avec des enveloppes financières qui sont conséquentes. Souligner que l'ensemble des partenaires ici présents, on est totalement coordonnés pour répondre donc à vos questions, interrogations, besoins. Comme l'a proposé Monsieur le Préfet, donc on va vous faire parvenir à la fois cette vidéo, le compte-rendu, les slides, et aussi ce 4 pages hein, qui précisera l'ensemble des dispositifs d'une manière simplifiée, avec plutôt comme point d'entrée les questions que vous vous posez, et puis les différents contacts. Je pense que c'est ça qui est très important, c'est que vous puissiez aussi avoir ces contacts et des contacts locaux. Hein, les contacts que ce soit dans les services de l'État, du rectorat, de l'ADEME, du CEREMA et aussi de la Banque des Territoires. Hein. Vous avez les contacts d'ailleurs dans les slides, mais on vous les redonnera puisque on est aussi sur des projets au cas par cas hein, et qu'il faut regarder au cas par cas, que ce soit en expertise, en conseil, en ingénierie et après en subvention, en financement, et qu'on est vraiment mobilisé et coordonné, y compris dans l'ensemble des dispositifs pour vous apporter la meilleure réponse et permettre la réalisation de votre projet. Donc, on va vous diffuser tout ça, mais surtout, moi, je vous invite à prendre contact avec l'ensemble des parties prenantes, à prendre contact aussi avec les équipes territoriales de la Banque des Territoires pour qu'on puisse travailler avec vous sur votre projet et permettre qu'il soit financé, qu'il se réalise. Voilà, donc encore un grand merci à vous tous. Et le mot de la fin, Madame la rectrice, je vous laisse le mot de la fin. Merci, Monsieur le Directeur. Je vais être très rapide. Vous avez pu constater la diversité des fonds et la multiplicité plutôt des fonds auxquels vous pouvez émarger, ce qu'on avait constaté nous-mêmes. Et c'est pour ça, dans cette volonté que nous avons d'avancer et surtout de simplifier vos démarches, que nous sommes tous réunis en nous disant que justement cette cohésion, elle devait être là pour être à votre service. Alors effectivement, je vais ajouter quand même comme rectrice que la rénovation des écoles, nous y avons un intérêt particulier. D'une part parce que nous travaillons sur le bien-être des élèves et de nos personnels, et puis que nous avons aussi un sujet de climat scolaire, de respect d'autrui et des lieux. Et nous savons d'expérience justement que c'est les élèves qui se trouvent dans un environnement conçu pour eux, rénové pour eux, avec cette satisfaction que dépeignait Monsieur le maire du Maine-et-Loire tout à l'heure. C'est exactement quelque chose qui nous permet, nous aussi, il y a l'intérêt éducatif dans tout ça qui n'est pas tout à fait nul et qui permet effectivement aux élèves d'apprendre dans de meilleures conditions. Donc, pour ce qui est des contacts locaux, je vais redire ce qui a été souligné tout à l'heure. C'est vraiment selon vos habitudes. Ça peut être le DAZEN. Nous en avons 4 nouveaux sur 5 départements. Le seul qui est resté, qui est toujours là, c'est celui du Maine-et-Loire. Les autres sont nouveaux. Mais nous les avons avertis hier de cette réunion d'aujourd'hui. Ils ont les documents. Si vous êtes habitué à discuter plutôt avec l'inspecteur de l'éducation nationale de votre circonscription, c'est très bien aussi. Et enfin, le directeur, la directrice d'école sont des interlocuteurs naturels et c'est évidemment, nous suivrons et serons à vos côtés dans tous les cas. Donc, merci beaucoup et j'ajoute que c'est enthousiasmant
de voir une telle mobilisation des élus pour ce grand projet collectif d'amélioration de la qualité de vie dans les écoles et de contribution à la réduction du réchauffement climatique. Et notre priorité, et vous parlez d'élus, je voudrais aussi remercier Benoît Cochet, le maire de Montreuil-Juigné, d'avoir témoigné sur son opération exemplaire qui on l'espère, ira donc pour d'autres collectivités. Merci beaucoup à vous tous et bonne continuation et à très bientôt. Merci à vous tous. Merci.